C'est techniquement pas difficile l'Everest. Il y a beaucoup de choses dans les Alpes qui sont beaucoup plus difficiles que l'Everest. Les gens qui partent pas vers 50-55 ans, après ils partent plus. Un tiers des Français qui chaque année ne vont jamais dans un musée. À un moment donné, quand c'est pas une bonne idée, c'est juste pas une bonne idée, il faut tirer la prise. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Jousset, une personnalité hors du commun qui, après avoir bâti le géant mondial de la relation client Webhelp, a décidé de mettre son énergie et ses ressources au service d'une cause qui lui tient profondément à cœur, la démocratisation de l'art et de la culture à travers sa fondation Art Explora. Durant cet échange, nous reviendrons ensemble sur ses projets actuels ambitieux, notamment la création d'un musée flottant unicommande, le catamaran Art Explorer, qui parcourt les mers pour aller à la rencontre des publics éloignés de la culture. Nous parlerons aussi de son engagement pour l'entrepreneuriat responsable avec la création de nouveaux pôles industriels tournés vers l'agroalimentaire durable et l'industrie responsable à travers ses récents investissements, notamment le groupe Bioconquête et l'entreprise industrielle SMAC. Enfin, nous évoquerons sa passion pour l'aventure et l'alpinisme, notamment son attention réussie de l'Everest et comment ces expériences extrêmes façonnent sa vision du leadership, son rapport au risque, à la prise de décision et à la persévérance. Un échange inspirant en perspective entre culture, engagement, entrepreneuriat, aventure et dépassement de soi. C'est un honneur de le recevoir. Bonjour Frédéric. Bonjour. J'aime bien commencer quand même par les débuts. Pour ceux qui ne te connaissent pas dans le détail, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi et peut-être assez vite nous dire cette passion de l'entrepreneuriat, enfin comment ça s'est développé? Alors moi, je suis né à Paris le 3 mai 1970, dans le 17e arrondissement, derrière la place de Clichy. C'est assez drôle parce que ma mère, et c'est elle qui m'a donné le virus de la culture, pour dire à quel point elle était acharnée. Elle était au théâtre le soir du 9e mois pour voir une pièce qui s'appelle Un sale égoïste. Alors, je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais c'est là où elle a perdu les os et je suis né. Et puis après, j'ai grandi dans un milieu très parisien. Ma famille est installée là depuis des générations et j'adore cette ville. Et donc ma mère était conservateur en chef à Beaubourg. C'est assez émouvant parce qu'aujourd'hui le musée a fermé ses portes pour 5 ans et je l'ai emmené une dernière fois. Elle m'a dit on reviendra dans 5 ans. Et puis mon père lui était entrepreneur. C'est une génération entrepreneur. Son père lui-même était entrepreneur. Son arrière-grand-père était entrepreneur. Donc c'était un peu un atavisme familial. Et dans ce modèle parental que tout le monde a sous les yeux, il y a deux possibilités. Soit on imite, soit on s'oppose. Moi, j'ai plutôt choisi la première version. Et assez naturellement, j'étais à l'école un profil assez typique des écoles de commerce. C'est-à-dire que j'étais bon partout, excellent nulle part. J'étais pas une star en mathématiques ou dans les lettres. Et donc, la voie moyenne de l'école de commerce et de ses débouchés assez universels et assez larges m'allait très bien. Et je me suis réveillé en classe préparatoire et j'ai eu HEC à la deuxième tentative. Et je suis rentré à 18 ans à l'école. Et à partir de là, je savais depuis le début, depuis assez jeune, que j'avais une vocation un jour de créer une entreprise. Après, comment, ça, c'était la suite du parcours qu'elle allait le dire. À aucun moment, tu t'es passé par l'entreprise avant de créer ta première société? Tout à fait. C'est quelque chose que je répète maintenant quand je suis plus dans une logique de partage et de transmission. On perd pas son temps à travailler pour les autres. Et cette idée qu'il faut être CEO à 20 ans, qu'il faut être drop-out comme l'ont été Zuckerberg ou l'ont été Bill Gates, et que si on n'a pas claqué la porte de l'école à 19 ans... on a déjà raté l'opportunité. Je crois pas du tout. Je pense qu'il y a probablement des secteurs dans la technologie où effectivement ça sert à rien d'attendre parce que les technologies changent tellement vite que le plus tôt le mieux. Dans d'autres, par exemple, qui demandent de la profondeur de management, qui demandent de l'expertise. Je pense qu'on est un meilleur manager à 30 ans qu'à 20 ans et peut-être à 40 qu'à 30. Et donc, d'avoir une première ou une deuxième expérience dans d'autres secteurs, c'est très formateur. Il y a des très grandes entreprises qui sont des
postgraduate, en fait. Goldman Sachs, L'Oréal, Accenture, enfin, je pourrais en citer des dizaines. Et donc, passer 3 à 5 ans là-bas, ça me paraît une très bonne idée. Donc, moi, j'ai rejoint L'Oréal après le service militaire. Le service militaire il revient d'actualité, c'est une question qui revient d'actualité. Et à juste titre, parce que pour moi, c'était une expérience extrêmement formatrice. J'étais chef de section dans les parachutistes. Et c'est là où vraiment j'ai découvert le goût de l'animation d'équipe et du commandement, qui est l'ancêtre du management. Et donc, je me suis dit, voilà, je ne sais pas dans quel secteur j'ai envie d'évoluer, mais j'ai envie de travailler au contact d'équipes importantes. Et c'est comme ça que je suis rentré chez L'Oréal. Parce que chez L'Oréal, on pouvait être directeur général avant 30 ans. J'ai 2 questions qui me viennent. Je sais que tu es président de l'association alumni d'HEC, je crois. Ou alors maintenant, j'ai l'âge où on est président d'honneur. Donc j'ai été président pendant 3 ans et maintenant je suis président d'honneur. Écoute, je ne sais plus si c'est toujours applicable, mais moi j'ai fait un MBA à HEC. J'avais une prof qui nous disait que encore récemment, tu avais plus de la moitié des étudiants d'HEC qui partaient dans l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat à impact. C'est quelque chose que tu vois encore aujourd'hui Oui, l'école a une relation avec l'entrepreneuriat qui est ancienne, qui est profonde. La majeure entrepreneur a été créée il y a plus de 30 ans par Robert Papin, avec ce mythique saut en parachute. La devise de l'école, c'est apprendre à oser. Et je trouve que dans cette devise, on résume bien finalement ce parcours d'initiation à l'entrepreneuriat. HEC partenaire à la station F depuis les débuts de la station F. Et donc, effectivement, tout milite et tout pousse les jeunes HEC à tenter leur chance avec un très bon diplôme qui leur donne un peu un parachute sur le dos. Ils savent que si jamais ils se plantent, alors il ne faut pas se planter trop tard, mais s'ils se plantent, je dirais avant 30-35 ans, ils vont se récupérer. Donc je pense que ça les pousse encore plus à tenter l'aventure. Je n'ai pas le chiffre de 50%, mais en tout cas je sais qu'il est très élevé et je m'en réjouis pour l'école et pour le pays. Donc tu disais que tu as toujours eu l'envie de créer une entreprise, ton entreprise. À quel moment tu fais ce... Et pourquoi ? Alors, j'ai toujours eu l'envie un jour de créer une entreprise. Je dirais, ma tradition familiale, effectivement, c'est que de génération en génération, on crée une entreprise et on ne la transmet pas à ses enfants. Donc c'est un modèle assez étonnant d'inspiration sans transmission. Chaque génération crée une entreprise dans un secteur qui est pertinent à ce moment-là de l'économie française. Donc mon père, c'était la dérégulation de la finance dans les années 80, donc il a créé une entreprise qui faisait de la gestion d'actifs. Mon grand-père, c'était la sidérurgie après-guerre, donc c'était le traitement thermique des métaux, et ainsi de suite. Et donc, moi, j'avais pas d'idée en sortant de l'école, et donc je suis rentré chez L'Oréal parce qu'il y avait cette promesse d'avoir rapidement des responsabilités, L'Oréal ayant des centaines de marques dans des centaines de pays. Et donc, assez facilement, on peut être capitaine même d'un petit bateau à l'étranger, c'est ça qui m'avait plu. Et puis la règle chez L'Oréal, c'est qu'on dit L'Oréal 3 mois, 3 ans, 30 ans. Donc en gros, soit vous faites un stage, soit vous faites un premier job, soit après l'entreprise est tellement fabuleuse que vous restez toute votre vie. Et puis, en fait, il m'est arrivé un drame. C'est que après 4 ans chez L'Oréal, où j'avais une progression assez rapide, j'ai perdu mon patron, qui était un type absolument fabuleux et qui est mort quasiment sous mes yeux dans un off-site. On était une équipe assez jeune, on était parti faire la fête à Amsterdam et il ne s'est jamais réveillé. Et la personne qui l'a remplacé, alors que ce Patrick était quelqu'un qui m'aimait beaucoup et qui m'aspirait avec lui, la personne qui l'a remplacé avait une attitude vis-à-vis de moi qui était très différente. Et j'ai mesuré à ce moment-là à quel point les carrières dans les grands groupes étaient risquées. En fait, on oppose toujours la sécurité des grands groupes à l'insécurité des startups. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que dans les grands groupes, on peut spin-off, on peut vendre des divisions, on peut fusionner, on peut avoir quelqu'un, on peut être lancé sur un produit qui ne marche pas, dans une zone qui ne marche pas. Et donc, pour arriver au sommet, le chemin est long, parsemé d'embûches. Et c'est ça que j'ai découvert malheureusement à cette occasion à 28 ans. Et puis j'avais aussi le sentiment d'avoir appris, d'avoir fait un peu le tour de la question, que certes je pourrais continuer à progresser chez L'Oréal, mais que ça c'est pour le coup un conseil que je donne, c'est que si on n'a pas tenté sa chance, je dirais avant 30-35 ans, après, quand on a un bon diplôme, les salaires progressent. Généralement, après, on établit une famille et le coût d'opportunité de se planter augmente très fortement. Et donc, l'aversion au risque progresse énormément.
Donc voilà, je pense que autant il ne faut peut-être pas commencer à 21, autant il y a un moment donné, si on veut faire ce parcours-là, et il y en a plein d'autres, il y a plein de façons d'être heureux dans la vie. L'entrepreneuriat est devenu un peu maintenant la figure centrale, mais il ne faut pas croire que c'est la seule façon de s'épanouir professionnellement. Mais si on veut tenter cette voie-là, il ne faut pas trop attendre. Si je reviens sur ton environnement familial, tu disais finalement de génération en génération, on crée des entreprises, on crée dans leur époque, dans les opportunités de l'époque. C'est de la curiosité, c'est une forme d'éducation, il y a une qualité. Bon, je ne pense pas qu'on ait un ADN très particulier chez Jousset. Je pense que c'est plus une posture. C'est une posture de... Voilà, on a envie de quelque chose et donc on met tout en œuvre pour que cette chose se produise. Et donc, très souvent, l'idée, on la trouve soit par frustration, par une expérience client qui ne marche pas, par rapport à un produit ou un service qu'on cherche et qu'on ne trouve pas, soit par un voyage à l'étranger et on voit quelque chose à l'étranger, généralement aux États-Unis, qui sont un peu en avance et qu'on importe et qu'on copie et qu'on relance. Et je dirais, à chaque génération, ça a été un peu le cas en fait. Et pour toi, c'était la frustration ou c'était le voyage ? Alors moi, c'était en fait la première entreprise que j'ai créée, qui a été un échec, qui s'appelait Clientis. C'est une société que j'ai créée parce que chez L'Oréal, mon dernier emploi, là où je racontais les circonstances du décès, j'étais chef de vente régional. Avant de prendre une direction générale à l'international, il faut avoir un parcours en marketing, un parcours commercial. Et quand on a réuni les deux compétences et qu'on a envie de s'expatrier, alors c'est le bon moment. Et donc j'étais dans ce parcours commercial. Et j'ai animé une équipe d'une dizaine de représentants technico-commerciaux sur le terrain dans la région Île-de-France. Et puis à chaque fois que j'accompagnais mes représentants dans les salons de coiffure, parce que moi j'étais dans la division coiffure de L'Oréal, il y a 4 divisions, sur une marque qui s'appelait Kérastase et L'Oréal Professionnel, j'entendais les coiffeurs qui disaient aux représentants, on voudrait s'informatiser, ça c'est les années 1998, on voudrait s'informatiser et qui tu nous conseilles ? Et je l'ai entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et à la 15e fois je me suis dit, bon, il y a un marché, il n'y a pas Windows 1.0 pour salon de coiffure, je vais le développer. Et c'est comme ça que c'est parti. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors ça n'a pas fonctionné pour plein de raisons. La première, c'est que j'ai découvert quelque chose, c'est qu'entre l'intention et la commande, il y a un espace qui peut être assez important. Et j'ai découvert aussi que quand on s'appelle Frédéric Jousset de L'Oréal, ce qui compte, c'est de L'Oréal, c'est cette particule-là. Et qu'en fait, quand on retourne voir le coiffeur en disant j'ai quitté L'Oréal, maintenant j'ai ma société de logiciels pour salon de coiffure, on n'a plus le même poids et subitement on se met à attendre, les réponses deviennent plus longue et plus hésitante. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les coiffeurs n'avaient pas mesuré que l'informatique ne permettait pas d'effacer les transactions et donc de couvrir ce qu'on appelle le black, qui sont une partie qui est à l'époque, on parle d'un monde il y a 30 ans où il y avait encore beaucoup de paiements en espèces, surtout sur des petites sommes qui allaient jusqu'à 20-30 euros. Effectivement, l'informatique trace tout. Et donc, quand ils sont réalisés que s'ils s'informatisaient, le fisc pouvait voir toutes leurs transactions, ça a été un énorme frein, on oublie, mais bon, voilà, c'est les freins culturels. Bon, maintenant, c'est derrière nous après le Covid, parce que quasiment tous les paiements sont digitaux, une grosse partie en tout cas. Et puis après, il y avait aussi l'informatique elle-même, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas des iPads qui valaient 300 ou 400 euros, qui étaient faciles, légers et très intuitifs dans le maniement. C'était encore des gros ordinateurs qu'on posait sur la caisse, qui prenaient beaucoup de place, avec une souris, etc. Il fallait former les informaticiens qui étaient avant tout des artisans assez manuels, mais qui avaient très peu de compétences en informatique. Et donc, c'était compliqué à déployer, c'était compliqué à maintenir. Et donc, j'ai vendu... je devais avoir une 50aine de clients. La société devait faire 1 ou 2 millions de francs de chiffre d'affaires. Elle était faiblement rentable, mais je me suis rendu compte que c'était une entreprise qui n'allait jamais se développer et que j'allais passer probablement 10 ans à essayer de faire le tour de France et m'épuiser. Et je pense que j'ai pris la très bonne décision. C'est que je pense que ce qui est très compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est le moment entre la persévérance qui est absolument nécessaire, parce qu'aucune entreprise ne marche du premier coup, et l'entêtement, qui pour le coup, il y a un moment donné, quand c'est pas une bonne idée, c'est juste pas une bonne idée, il faut tirer la prise et se relancer. Et j'ai pas mal d'exemples de camarades qui se sont lancés et qui, probablement trop courageux, se sont épuisés, ont pas su, et je dirais le mieux qui puisse vous arriver, c'est que l'entreprise plante très rapidement, mais le pire, c'est que
elles vous permettent de subsister, elles vivotent. Et du coup, on a ce choix un peu qui est un crève-cœur de devoir arrêter alors que finalement, on pourrait continuer. Derrière, tu fondes WebHelp. Encore une fois, on va pas. Je pense que tu en as déjà beaucoup parlé. Énorme succès, grand groupe. Donc, je vais plutôt te poser une autre question là-dessus. C'est qu'est-ce qui a été le plus compliqué en fait, ou le plus dur, ou est-ce que tu as dans cette expérience-là, qui a duré, mais voilà, tu peux nous partager une expérience difficile dans l'histoire WebHelp. Alors, d'abord, il y a une expérience intermédiaire entre les deux, c'est que arrêtant Clientis, je refais mon CV et je rentre chez Bain, qui est un cabinet de conseil, qui est un des 3 grands cabinets de conseil avec McKinsey et le BCG. Et là, je rencontre ce qui sera mon associé, Olivier Duhat, et donc je cofonde. Donc nous sommes 2 dans l'aventure, c'est très important parce que je pense que je n'aurais pas fait tout seul. Et effectivement, avec Olivier, alors des difficultés, on en a eu 150. Bon, déjà, l'idée de départ qu'on avait voulu lancer est un échec total. Donc là, on a su pivoter à temps, mais ça s'appelle WebHelp parce que c'est l'aide sur le web. Et l'idée au départ, c'était les renseignements du web. C'était le SVP. C'était un moteur de recherche. Il faut qu'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas Google, il y avait Yahoo, il y avait AltaVista, il y avait des choses vraiment improbables. Et donc, on tapait des requêtes en langage booléen, and, or, no, enfin, pour donner des périmètres d'inclusion et d'exclusion. Et l'idée de WebHelp, c'est que vous tapiez une question en langage naturel, vous appuyez sur un bouton et vous lanciez un chat avec un chercheur sur le web. Et pendant que vous alliez faire votre café, vous reveniez et vous aviez des liens qui répondaient à votre question. C'est ça le business model. Et on avait levé pas mal d'argent sur ce concept-là. La seule bonne idée qu'on a eue et qui a fait notre succès, c'est d'avoir créé ce web call center en Roumanie. Parce qu'on s'est dit on va avoir des milliers et des milliers de requêtes par jour et donc il faut qu'on ait des centaines de personnes et le coût du travail en France et nos moyens ne permettent absolument pas d'avoir le centre en France, donc on a eu cette idée de faire les premiers centres de recherche offshore. Et puis en octobre 2000, j'ai un ami un jour qui m'appelle et qui me dit: est-ce que tu as vu ce truc qui s'appelle Google? Et donc je tape GOGLE, je tombe sur une page 404, il me dit non, c'est avec 2 O. Et à l'époque, pour prouver la puissance du moteur, on disait quel âge est Mickey Mouse. Et donc c'était introuvable. Et là, avec Google, on trouve la réponse, on a 42 sites en 3 millièmes de seconde. Et donc on comprend que en fait, notre truc est mort. C'est-à-dire que plus personne ne va patienter 4 minutes alors que vous avez l'information à disposition. Et donc c'est là où, première difficulté, c'est pivoter vraiment en l'espace de 1 mois, quoi. Et on a l'idée de passer en B2B. On a l'idée de se dire, bon, notre actif réel, c'est pas la marque, c'est finalement d'avoir ce centre avec des personnes bien formées francophones et qui coûtent beaucoup moins cher. Et donc, allons voir les premiers sites d'e-commerce, allons voir les fournisseurs d'accès à Internet et tous les gens qui commencent à avoir des grosses volumétries d'emails. Et on va être l'aide en ligne, en B2B, en marque blanche. Ouais, donc l'histoire WebHelp n'aurait pas existé si Google n'était pas arrivé à ce moment-là. Très probablement. Ouais. Et puis après, le deuxième choc, c'est on crée un centre d'appel, parce qu'en Roumanie, on faisait des recherches écrites. On crée un centre d'appel qu'on met cette fois au Maroc. Et puis ça se développe très bien. La société compte plusieurs milliers de collaborateurs au Maroc. Et puis en 2005, je regarde un jour, ça m'arrive jamais, je regarde le JT de TF1. Et là, Nicolas Sarkozy, qui était ministre des Finances, dit « c'est un scandale ». Ces gens qui disent pas d'où ils travaillent. Moi, par exemple, j'appelle un centre d'appel et j'entends quelqu'un qui me dit qu'il s'appelle Jean-Michel alors qu'il a un accent qui est plutôt pas français. Il faudrait qu'ils disent qu'il soit au Maroc, à Rabat ou je sais pas où. Et donc là, on comprend que si... Et donc, je vais déposer un projet de loi dans ce sens pour forcer la traçabilité. Comme on met un Made in France sur le textile, il faut qu'on mette un Made in Marocco ou je ne sais pas où sur les appels téléphoniques. Et là, je comprends que si la loi passe, notre métier est mort parce qu'aucun de nos clients ne va accepter, à l'époque, maintenant, c'est plus tout tabou. Tout le monde sait que ce secteur s'est très largement généralisé et ouvert à l'offshoreisation, que ce soit un métier de la comptabilité, que ce soit un métier de l'informatique. Mais à l'époque, c'était encore tabou. Et donc, on s'est dit, si cette loi passe, c'est fini. Et donc là, on a appelé le cabinet du roi du Maroc, qui a appelé à l'époque Jacques Chirac, parce que c'était lui le président, et il lui a dit, si jamais cette loi passe, nous, on arrête d'acheter le TGV, les avions Mirage et tout ça. Donc, à toi de voir. Et la loi n'est pas passée. Qu'est-ce qui te fait passer du projet WebHelp à tes autres sujets qui te tiennent à cœur? Tu disais le virus de l'art, tu l'as pris dès le plus jeune âge de ta mère. Tu vois, à quel moment tu te dis je tourne la page de cette aventure-là? C'est un cheminement. C'est un cheminement qui commence en 2007 quand je deviens grand mécène du musée du Louvre à 37 ans. Et je m'engage sur ce projet du Louvre dans les prisons et je finance un fonds qui s'appelle le Fonds Jousset pour les publics empêchés. On finance des conférences d'histoire de l'art
dans les prisons de Poissy et de la Santé. Et puis après, je me suis investi avec le Louvre pendant 15 ans. À cette occasion-là, je suis rentré à la commission des acquisitions du Louvre. J'ai rencontré le directeur de l'école des Beaux-Arts qui m'a proposé de prendre la présidence du conseil d'administration de l'école des Beaux-Arts de Paris. J'ai racheté Beaux-Arts Magazine en 2016. Donc voilà, je suis rentré petit à petit dans le monde de la culture. Et j'avais retenu cette phrase qui m'avait beaucoup marqué d'Henri Loirette, qui était le mythique président-directeur du Louvre il y a de ça une quinzaine d'années, et qui m'avait dit il faut toujours partir avant de lasser ou de se lasser. Et j'ai appliqué ça. Et à un moment, en 2019, j'avais cet appel de la montagne, parce que j'adore la montagne, et je rêvais de faire l'Everest. Et je suis parti faire l'Everest en mai 2019. Et j'ai atteint le sommet le 23 mai à 7h15. Et quand je suis redescendu, c'était comme un chemin de Damas, c'était comme une évidence. Je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Je prends plus autant de plaisir que je prenais dans l'entrepreneuriat. Je prends plus autant de plaisir à gérer les sujets du quotidien, de l'opérationnel de Webhelp. Il y a des sujets qui m'amusent encore, le M&A, la stratégie, etc. Mais voilà, un patron, ça doit être à 140%. Ça peut pas être sélectif sur les sujets qu'il traite. Et donc, petit à petit, là-dessus, j'ai dû retarder un peu. Donc, j'ai créé Art Explorer en 2019. Qui était à l'époque une fondation d'entreprise, un fonds de dotation. Un fonds de dotation, pas une fondation d'entreprise. Et j'ai recruté Bruno Julliard, qui lui avait quitté la mairie de Paris, dont il était en charge de la culture, pour me rejoindre dans cette aventure. Et puis, après, la pandémie est arrivée, donc ça a retardé mon départ de Webhelp, parce que je ne voulais pas quitter le navire en pleine crise, mais juste après la pandémie, en fin 2020, je suis parti, en accord avec associés et actionnaires, qui eux ont continué l'aventure, pour me consacrer l'essentiel de mon temps, de mes ressources et de mon énergie à cette aventure d'Art Explorer. Pourquoi attaquer? Alors, j'imagine que tu faisais déjà beaucoup de montagnes, tu n'as pas commencé par l'Everest, mais tu vois, pourquoi cette fascination et cette volonté, ce rêve de faire l'Everest? Et en quoi vraiment ça a été transformant? Oui, encore une fois, l'Everest, c'est le point culminant. J'ai une carrière d'alpiniste, c'est pas le début. Donc ça fait très longtemps que j'aime le milieu alpin, très longtemps que j'aime la montagne. Depuis les lectures de Frison Roche à 13 ans, depuis les vacances à la neige. Et puis après, j'ai été... voilà. Petit à petit, j'ai commencé. T'as fait beaucoup de sommets avant? J'ai commencé par le Kilimandjaro, après j'ai fait le Mont Blanc, après j'ai fait l'Elbrus, après j'ai fait le Chichapangma qui est un 8000, après j'ai fait l'Aconcagua, donc j'ai fait pas mal de choses. Et puis après est venue cette envie d'Everest qui est presque une pulsion plus qu'une envie, parce que c'est complètement irrationnel d'aller à ces températures-là, à ces altitudes-là. Il y a en gros, moi je suis le 5534e à avoir réussi sur 16 000 tentatives, il y a eu 300 morts. Donc c'est pas quelque chose qui est très facile à expliquer à sa famille d'ailleurs. J'avais à l'époque un enfant, mais ça va qu'il y a un côté égoïste aussi, d'aller se mettre dans une zone dont on sait qu'on ne pourra pas être secouru, parce que dans tout le trajet au-delà de 7000 mètres, il n'y a pas de secours possible, et d'ailleurs il y a un certain nombre de cadavres qu'on croise à la montée, à la descente, de gens qui prouvent que voilà, il n'y a pas de salut. Et donc en fait tu te blesses, tu te fais une entorse, tu sais que c'est réglé. Ouais, c'est réglé. C'est réglé au-delà d'une certaine altitude. En deçà, heureusement, c'est possible. Mais là, quand il n'y a pas d'évacuation par hélicoptère, il faut savoir qu'au sommet de l'Everest, on est à 26 km à pied du camp de base, qui est lui-même à 5 heures de voiture de la première ville avec un hôpital. Donc si on se met le piolet dans le pied, on a eu le temps d'avoir une hémorragie avant. Toute faute, même mineure, vous perdez votre gant en enlevant un mousqueton, c'est terminé, la main est gelée, il faut la couper. Enfin voilà, il faut être très 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 prudent, et il faut être dans un bon état de conscience et de forme pour justement ne pas faire d'erreur. C'est techniquement pas difficile l'Everest. Il y a beaucoup de choses dans les Alpes qui sont beaucoup plus difficiles que l'Everest. En fait, la face nord de l'Eguerre ou les Grandes Jorasses, c'est bien plus dur que l'Everest. Mais l'extrême altitude et la très grande fatigue. L'effort sur les derniers mètres, notamment pour les derniers pas, c'est tel que l'on raconte sur... c'est peut-être le seul chiffre que je peux donner, c'est que en gros, tout le monde arrive assez facilement jusqu'au troisième camp, qui est à 7800 mètres. Tout le monde arrive à peu près, il y a très peu d'échecs à 7800 mètres. Et après, le tri se fait au-delà de 7800 mètres, parce que 7800 mètres, c'est le camp 3, vous partez à 9h du matin.
Vous arrivez au camp 4 à 8400 mètres sur le coup de 16 heures. Là, de 16 heures à 20 heures, vous mangez, vous dormez tout habillé. Vous enlevez juste vos chaussures dans un camp où vous êtes à 3 sous la tente parce qu'il y a très peu de place et donc vous êtes obligé de se serrer dans les tentes. Donc autant dire que c'est plus une sieste qu'une nuit. Et à 20 heures, vous vous réveillez, vous équipez et puis vous partez et vous grimpez sans discontinuer jusqu'à 7 heures du matin. Donc, sans s'arrêter. 11 heures pour faire les 900 derniers mètres. Quoi. Et après, c'est pas du tout terminé parce que 80% des morts arrivent à la redescente. Donc vous avez votre quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol au sommet. Ça, c'est un moment absolument vertigineux et magique parce que il y a un moment où vous levez les bras au ciel et vous êtes l'homme ou la femme le plus près de Dieu, si vous y croyez, ou le plus haut de la planète, si vous êtes laïque, des 7 milliards à ce moment-là. Et ça, c'est un moment incroyable. Et il y a, voilà, ça fait peut-être la moitié de cette table, et vous voyez presque la rotondité de la Terre. C'est-à-dire que vous êtes tellement haut, effectivement, et vous voyez à perte de vue, il faisait très beau ce jour-là. Et c'est merveilleux parce qu'à chaque fois que je reprends l'avion, l'avion est à ces altitudes-là. Donc vous dites toujours il fait moins 50 degrés dehors, on est à 9000 mètres d'altitude, c'est l'altitude de l'Everest. Et je regarde, je me dis j'étais de l'autre côté du hublot, tout seul, et voilà, pas pieds nus, mais j'ai en tout cas 100 personnes pour m'aider. Et donc ça, c'est une immense joie, une fierté, une aventure humaine incroyable parce que je l'ai fait avec 2 amis. Et puis je suis redescendu et la redescente était épouvantable, et je pense que si là pour le coup j'avais pas été père de famille, je serais probablement mort, parce que c'est en fait la plupart des morts arrivent par épuisement et les gens s'arrêtent pour dormir un petit peu et ils restent là en fait. Et s'il n'y a pas le Sherpa qui vous tape dessus et qui vous tire et qui vous dit voilà, il faut y aller très très vite, et c'est une mort qui est très douce, très agréable parce qu'on s'endort engourdi par le froid. C'est pas un accident, quoi. C'est presque une libération de la souffrance. Et là, il faut imaginer que j'ai marché de 7 heures du matin à 7 heures du soir. Donc c'est 22 heures d'effort d'affilée, presque, avec 3 heures de pause. À des altitudes comme celle-ci. Bon. Ça, c'est très dur. Bon, ça donne quand même envie. Il y a eu un réel impact, un avant et un après, sur ta façon de raisonner, de voir tes ambitions, la vie, ou vraiment un élément déclencheur, effectivement, comme tu le disais, en disant maintenant je vais faire autre chose, je vais me consacrer à autre chose. Oui, je crois que quand on est confronté à ça, la solitude, effectivement la perspective de la mort, l'intensité, l'extrémité des sentiments, pour reprendre une vie normale est peut-être plus compliqué. Je me rappelle toujours de ce que mon grand-père m'avait dit. Il m'avait dit finalement, paradoxalement, j'ose pas dire ça, mais les plus belles années de ma vie ont été les années de guerre. Il était lieutenant dans la cavalerie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a dit, en fait, j'ai jamais retrouvé dans la vie civile l'intensité des sentiments humains que j'ai retrouvé là, c'est-à-dire l'amitié devient la camaraderie, la fraternité d'armes, l'amour quand on est avec la perspective de perdre l'être aimé, qu'on n'a pas de nouvelles de lui pendant 6 mois, prend des proportions incroyables. Enfin, tous les sentiments humains, la peur évidemment, quand c'est pas la peur de perdre un contrat, mais peur de perdre la vie, devient incroyable. Et donc, pour que la rivière revienne dans son lit, c'est compliqué en fait. Et peut-être que d'une certaine façon, il s'est passé ce phénomène-là pour moi, mais effectivement, la perspective de reprendre ma vie comme avant ne m'attirait plus complètement. Et puis j'avais cette envie de me dire, en gros, j'ai 50 ans, j'ai atteint d'une certaine façon mes objectifs professionnels en termes de taille d'entreprise, de réussite matérielle, etc. Et j'ai plus envie de consacrer l'essentiel, 100% de mon énergie à essayer de gagner plus, travailler plus pour gagner plus. À ce moment-là, j'avais envie de rentrer dans une logique de partage, d'impact, avec la notion, c'est un peu ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat, c'est que quand tu disais à quel moment il faut partir dans son entreprise, en fait, les gens qui partent pas vers 55 ans, après, ils partent plus. Et c'est pour ça qu'ils essaient désespérément de repousser l'âge des conseils d'administration, etc. On voit pathétiquement jusqu'à 75-80 ans, parce qu'en fait, après, ils savent que c'est la mort. Donc, à 50 ans, on peut encore recréer une aventure, on a encore l'énergie
la vista, je dirais, pour repartir dans un projet complètement nouveau. Je ne suis pas sûr qu'à 70, j'aurais fait un Explora, parce qu'un Explora, c'est une entreprise. Alors, c'est une entreprise à but non lucratif, mais je veux dire, Mais tu la gères comme une entreprise. Je la gère comme une entreprise. Surtout, ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe sa journée à pitcher. Mais je passe ma journée à pitcher, à raconter le projet, ce que je fais avec toi, ce que je faisais avant, ce que je ferai après. Et c'est ça, un entrepreneur. Et ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est une énergie, malheureusement, qui est une fonction décroissante du temps. Donc ça, j'ai eu cette intuition en me disant, si je veux faire quelque chose dans la philanthropie, il faut le faire maintenant. Et donc cette volonté de rapprocher la culture des personnes qui n'y ont pas accès. Donc du coup, est-ce que tu peux faire ce que tu fais, ce que tu as fait toute ta vie, nous pitcher un Explora? Un Explora part d'un constat qui est, malgré l'offre culturelle qui est assez importante, même s'il est inégalement réparti sur le territoire, il y a une véritable fracture culturelle. Et elle est mesurée par Bourdieu. Et depuis 50 ans, elle ne bouge pas, elle ne se réduit pas. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle résiste. 200 ans de croissance économique et de politique publique ont amené le niveau d'accès à l'éducation, d'accès au logement, d'accès aux soins, d'accès à l'eau, à des couvertures très élevées de la population française, quasiment du 100%. Dans la culture, on a des chiffres qui sont hallucinants. Il y a toujours, en gros, un tiers des Français qui, chaque année, ne vont jamais dans un musée. On a 70% des Français qui n'iront jamais écouter un concert de musique classique de leur vie. 85% pour un opéra. Donc c'est des genres qui sont en train quasiment de mourir, c'est comme le latin. Effectivement, on essaye de se battre contre ça. On essaye d'aller dans les angles morts des politiques publiques et des charités privées, au plus près des territoires, de façon nomade, itinérante, pour faire mentir ce déterminisme social, sociologique, et essayer d'attirer à l'art, à la culture, aux artistes. Nous, je dis bien à tous les arts. On n'est pas une fondation d'art contemporain, on n'est pas une fondation d'art plastique. Je suis aussi intéressé par le pied d'une statue grecque que par un tableau de la Renaissance ou une battle de hip-hop. C'est vraiment le geste créatif que je veux rapprocher du plus grand nombre de la population. En quoi est-ce que c'est bon? En quoi est-ce que ça aura de l'impact? Alors, ça part d'un constat et d'une intuition, mais les deux se rejoignent, que l'art nous fait du bien. L'art nous fait du bien individuellement, c'est-à-dire que l'art est une école de tolérance, parce que finalement regarder une œuvre d'art, c'est regarder le monde avec les yeux d'un autre, son créateur. L'art, c'est aussi une faculté de jugement esthétique, c'est aussi une des clés de compréhension du monde, parce que les artistes nous parlent d'une époque dans laquelle ils ont vécu, et donc ça nous permet de nous rapprocher d'une époque passée. C'est une formidable source d'émotion. Je veux dire, la musique d'abord, le cinéma, mais après, quand on aime et qu'on comprend, la peinture, le théâtre, toutes les formes d'art génèrent une forme d'émotion. Et c'est, je dirais, individuellement un bénéfice qui est démontré par des études cliniques, c'est-à-dire que ça a également des propriétés anti-âge. Le travail intellectuel, que veut dire la confrontation des œuvres, stimule la mémoire. On voit des propriétés anti-Alzheimer, anti-vieillissement. Sur les publics plus âgés. C'est aussi développer le langage, parce qu'en fait, on cherche très rapidement à mettre des mots sur des émotions qu'on ressent, et donc on rentre dans des analyses introspectives et extrospectives un peu plus fines. Et donc, les bénéfices individuels sont nombreux, les bénéfices collectifs sont nombreux parce que c'est du lien social, c'est du lien générationnel, c'est un référentiel partagé. Tous ces grands films que tout le monde a vus, alors que ce soit des grandes comédies ou des grandes tragédies, ces musiques que tout le monde a entendues, finalement, être français, c'est quoi? C'est d'avoir ça en partage. C'est cette culture française plus que le sang ou le passeport. Et ça va au-delà de la langue. C'est pas juste le fait de parler français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde et dont on ne se sent pas ou proche forcément. Donc c'est cette culture française qui va un cran plus loin. Et donc c'est du lien social et c'est du vivre ensemble. Et puis la troisième chose, c'est que les artistes sont des lanceurs d'alerte formidables. Les artistes, grâce à l'émotion, font passer des messages sur les grandes questions qui traversent les sociétés aujourd'hui. Évidemment, les questions climatiques au premier chef, mais les questions identitaires, les questions de genre, les questions de migration, enfin tous les débats sur la démocratie, libérale, illibérale, etc. Les artistes ont toujours été des lanceurs d'alerte. C'est pour ça que toutes les dictatures au monde ont toujours commencé par censurer les artistes, brûler les livres, interdire les films, etc. On ouvre aujourd'hui une résidence dans la villa de Enver Hoxha, qui était le dictateur qui a tenu l'Albanie pendant 40 ans d'une main de fer, qui exilait
exilait les artistes. Eddie Rama, qui est le Premier ministre actuellement, est un artiste qui a été exilé par Enver Hoxha, et c'est un formidable pied de nez que cette villa, grâce à un explorat, devienne une résidence internationale d'artistes. Donc tous les comportements des dictatures vont toujours dans la même direction. Les artistes sont les amis de la liberté et les ennemis de la dictature, et donc il faut les museler. Et donc on voit bien les tentations dictatoriales qui viennent de partout, même de nos anciens alliés, je pense aux États-Unis. Et donc voilà, je pense que par rapport, si je pense à ces notions du climat qui intéressent beaucoup les jeunes générations, entre un rapport du GIEC de 2000 pages que personne n'a lu vraiment en détail, ou une œuvre d'art sur n'importe quoi, la disparition d'une espèce animale ou la fonte d'un glacier, je pense qu'il y a une capacité à transmettre l'émotion et derrière à changer les comportements qui est très importante. Donc pour ces trois raisons-là, on pense que l'art et l'accès à l'art est très important. Et on se bat parce que aujourd'hui, on part de ce constat de l'échec que pour un certain nombre de nos concitoyens, l'art, c'est loin parce que c'est pas à côté de chez eux, c'est cher parce qu'il y a un coût d'accès. Et j'ai envie de le dire, pardonnez-moi, mais c'est chiant pour un certain nombre de gens. Une forme d'art est jugée pédante, arrogante, provocante, incompréhensible, et d'autres formes de vie réservée à une élite. Le sport provoque des émotions plus grandes, et donc l'art perd la bataille de la préférence. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la politique française ou dans l'action publique pour justement développer la culture, la préserver? Je ne serais pas critique de la politique française parce que la politique française, je dirais, répond à cette logique de modeste quand je me juge, fier quand je me compare, parce que personne dans le monde occidental a vraiment craqué le problème. Et la France est plutôt en pointe, je dirais, sur ces notions de partage culturel, et plutôt la politique culturelle la plus généreuse et un investissement budgétaire fort. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Je m'étais engagé avec le président de la République sur cette notion du pass culture parce que je pensais que le pass culture était pour une fois une réponse innovante avec l'idée de plus mettre en concurrence, comme on le fait trop souvent dans ce pays, le public et le privé. Il y a l'hôpital public, l'hôpital privé, l'école publique, l'école privée, etc. Et dans la culture, c'est pareil. Il y a le théâtre public qui est un théâtre expérimental, noble, etc. Et le théâtre privé qui est forcément commercial. Le cinéma privé, c'est forcément commercial, etc. Alors que le cinéma... Voilà. Donc, pour une fois, le pass culture mettait sur le même plan une expérience culturelle, où qu'elle ait lieu. Pour une fois, une expérience culturelle partait du téléphone portable, qui est le GPS de la culture, le GPS naturel de la culture, pour mettre en avant toutes les offres. Et puis pour une fois, on sponsorisait non pas l'offre, mais la demande. C'est-à-dire qu'on essayait de résoudre ce problème de l'accès en disant, voilà, on vous donne un chèque virtuel qui vous permet de vivre des expériences que vous n'auriez jamais faites si vous aviez dû en payer le prix. Et je pense que c'était une réponse très originale et innovante. Et après, comme je dirais un certain nombre de politiques publiques dans ce pays, malheureusement, effectivement, il y a un coût bureaucratique qui fait que l'expérience a coûté cher, elle coûte cher. Et donc c'est pour ça qu'elle est remise en question. Donc je dirais le challenge, si je peux dire, ou le défi du ministre de la Culture, c'est d'avoir, dans une économie budgétaire qui sera de plus en plus contrainte par l'effort de réarmement, un impact plus grand avec des moyens qui vont aller en se réduisant. Et donc c'est pour ça que je pense qu'Art Explorer, je ne veux pas entrer dans une logique de critique, mais plutôt de complémentarité. On est un partenaire des acteurs publics. Nous, on se vit comme la première marche de l'escalier. On n'est pas en concurrence avec le Louvre, avec Versailles, avec Beaubourg ou avec l'Opéra. Nous, au contraire, nous, si on fait bien notre métier, on va amener à ces grandes institutions publiques, on va leur donner envie d'aller visiter et vivre ces expériences merveilleuses qu'elles proposent. Tu peux nous parler de cette idée finalement du catamaran, je disais, Art Explorer? C'est une idée toute simple. Là aussi, c'est la réunion de deux passions, l'art et la voile. J'ai fait beaucoup de bateaux. À HSC, j'étais au club voile. Et puis après, j'ai été skipper où j'ai emmené famille et amis faire des voyages en bateau. Et puis après, j'ai fait de la régate à assez haut niveau sur un catamaran à foil avec Loïc Perron. J'ai même gagné le bol d'or, qui est la grande course sur le lac de Genève. Et puis... voilà, un jour, j'étais dans une navigation de nuit avec ma femme, on était tous les deux sur un petit bateau à voile, et je me suis dit, tiens, j'ai une passion pour l'art, une passion pour la voile, est-ce qu'il n'y aurait pas un trait d'union? Et puis j'ai fait des recherches et j'ai eu deux constats qui me sont apparus comme une évidence. Le premier, c'est que 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes. Donc, vous regardez une carte de l'Europe, les grandes villes sont souvent les grands ports. Et la deuxième chose, c'est la fascination des gens pour les grands bateaux, et plus particulièrement les grands bateaux à voile. Et on le voit à chaque départ de Route du Rhum ou de Vendée Globe. Les gens viennent par millions
par millions au Sable d'Olonne ou à Saint-Malo pour admirer les bateaux. Et je me suis dit, voilà, si j'arrive à créer une plateforme à voile, écologique, belle, et qui se déplace de port en port, je suis sûr que je vais attirer pour une expérience culturelle des gens qui ne seraient jamais venus dans un musée. Or, c'est ma cible. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné au-delà de nos espoirs, puisque l'année dernière, qui était la première année du bateau musée en Méditerranée, on a attiré 220 000 personnes. 220 000 personnes qui sont venues au cours des 6 étapes, Malte, Venise, Marseille, Tanger, Rabat, Malaga. Alors c'est plus que le bateau, il y a un village autour du bateau, et ce village propose un certain nombre d'expériences. Donc on a une grande scène centrale, on a toute la performance, la danse, la musique, on a des pavillons dans lesquels on a de la photographie, de la réalité virtuelle qui permet de visiter des monuments historiques de la Méditerranée, de l'architecture. On a un pavillon central des arts où là on a des œuvres physiques, donc essentiellement peinture et sculpture. Et puis après, à bord du bateau, on a des expériences immersives avec ce film créé avec le Louvre, qui s'appelle Présente, et qui retrace dans un écran de 160 mètres carrés, une expérience de 13 minutes, la représentation de la femme dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité autour de la Méditerranée. Est-ce que tu es par phase, par exemple, ou est-ce qu'en fait, il y a toujours eu ce mix entre tes différentes passions, tes réussites entrepreneuriales Oui, j'ai pas de phase. J'ai pas de phase, c'est son expérience que je vis en parallèle. Il y a plusieurs règles. La première règle qui est toute simple, ça c'est une règle que j'ai héritée de mon père, c'est que j'ai jamais habité à plus de 15 minutes de mon travail. Donc la première perte de temps à minimiser, c'est le temps de transport pour aller travailler. Et donc j'ai toujours choisi de rapprocher le tabouret du piano. Donc si j'étais contraint par mon lieu de travail, d'habiter le plus près possible. La deuxième chose, c'est que je travaille avec des gens avec qui je travaille en pleine confiance, que j'ai choisi, qui m'ont choisi, avec lesquels j'essaie de travailler dans la durée le plus possible, et à qui je délègue énormément. Donc ça ne veut pas dire que je contrôle jamais, mais je fais confiance et je choisis de faire confiance. Et donc je pense par rapport à beaucoup d'autres gens, j'ai probablement un pourcentage de délégation qui est supérieur. La troisième chose, c'est j'ai vraiment conscience de la valeur de mon temps, même la valeur économique. C'est-à-dire que j'ai toujours calculé, en gros, j'ai toujours travaillé à peu près 2000-2200 heures par an. Je pense qu'on peut travailler plus, mais après on s'épuise. Donc si on veut tenir dans la durée, je pense que 2000 heures par an est un bon métrique. Et j'ai toujours calculé combien je gagnais. J'ai divisé ça par 2000 et ça me donne mon coût à l'heure. Et ça depuis ma première heure chez L'Oréal. Et donc si je vois que j'ai une façon de faire, de sous-traiter, d'annuler une tâche, de l'automatiser, etc., et que c'est plus économique que mon temps, eh bien je le fais. Et donc c'est un raisonnement, je pense, le nombre de gens par exemple qui conduisent leur voiture pour aller travailler, ça me paraît absurde. Parce que si jamais vous faites un calcul de combien coûte le véhicule, combien vous rapporte une heure de travail à l'arrière d'un Uber, en passant des coups de téléphone, en essayant de trouver des idées, etc., vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un salaire de grand patron pour assez vite avoir un intérêt économique à sous-traiter l'acte de conduite. Et c'est vrai de plein de domaines. Les gens qui font du bricolage, par exemple. Combien ça coûte quelqu'un qui vient réparer une fenêtre chez vous versus le faire vous-même? En fait, très vite, vous avez intérêt à avoir un spécialiste qui va faire ça mieux, plus vite et moins cher. Donc ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que je n'aime pas les réunions, que j'en fais le moins possible, avec le moins de gens possible, que je suis complètement d'accord avec la règle des 2 pizzas de Jeff Bezos. Même une pizza, pour moi, d'ailleurs, ça suffit. J'ai très très peu de réunions dans ma semaine par rapport, je dirais, à des dirigeants. Quand je me compare, j'ai le moins possible de réunions, j'ai le moins possible d'activités contraintes, de rendez-vous obligatoires. Si vous voulez me voir, vous pouvez me voir, sauf si je suis en voyage, mais la semaine prochaine. Le nombre de gens à qui j'ai proposé un rendez-vous, qui me proposent un rendez-vous dans 2 mois et demi, ça c'est quelque chose qui me paraît assez lunaire en fait. Et c'est pas de la mauvaise foi, c'est que je regarde leur agenda, on voit qu'ils cherchent des créneaux, mais ils n'ont rien avant 2 mois et demi. Et j'essaie en revanche de garder tous les jours un temps important
non affecté, pour des rencontres, pour des opportunités, pour de la créativité, pour être seul dans mon bain ou regarder le plafond. Parce que quand on est comme ça dans un exercice de pitch, on n'a pas d'idée. On est dans l'exécution, mais on n'est pas dans la créativité. Donc garder du temps, mesurer la valeur du temps, s'entourer de gens avec qui on travaille en confiance, comme en montagne, on grimpe en cordée. Voilà quelques règles. T'as toujours été comme ça ou c'est avec l'expérience où tu vois, tu as fait des erreurs, tu as mangé ton agenda dans des choses qui étaient inutiles, et puis petit à petit, tu as trouvé toutes ces secret sauces qui t'ont permis d'optimiser, ou en fait, tu as toujours eu... À la base, ma chance, c'est que je suis assez paresseux. Souvent, on dit ça. Et donc, pour moi, le travail reste un effort. Alors maintenant, j'ai la chance de vraiment... Je ne fais que des choses que j'aime avec des gens que j'aime. Donc, j'ai plus tout le sentiment de travail, en fait. Pour moi, un vendredi, un samedi, un dimanche, un lundi, c'est des jours identiques. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et quand j'ai commencé ma carrière, pour le coup, il y avait vraiment un lundi et un dimanche, quoi. Et donc, j'ai jamais eu de vocation de passer des heures éternelles au bureau. J'ai jamais eu vocation à travailler plus que voilà. Et donc, j'ai toujours été dans une forme d'économie et de volonté d'optimisation du temps de travail, qui n'est pas une volonté de réduction, qui est une volonté d'optimisation. Et je fais vraiment la différence. Je ne vois pas du tout le travail comme une aliénation, comme quelque chose qu'il faudrait réduire, voire supprimer. Je pense au contraire qu'il faut le densifier pour que chaque heure travaillée soit vraiment pleinement efficace et productive. Comment est-ce que tu continues de te former? Comment est-ce que tu continues de rester dans l'air du temps, à comprendre les ruptures? Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as des lectures? Est-ce que tu as des sources d'inspiration particulières qui te permettent encore aujourd'hui d'apprendre? Bien sûr. L'obligation de formation, il pèse tout au long de la vie. De penser que parce qu'on a fait 3, 4 ou 5 ans d'études, on est formé à tout jamais. Moi, j'ai appris le marketing en 1992. Il n'y avait même pas Internet. Donc, autant dire que ça n'a rien à voir avec le marketing d'aujourd'hui. Et donc, régulièrement, alors déjà, la première façon simple, c'est de lire, je dirais, la littérature, je pense Harvard Business Review, qui est vraiment, en termes de management et de technique managériale, une forme quand même de référence, de retourner régulièrement sur les bancs de l'école. Donc moi, je suis assez régulièrement des formations complémentaires. Alors mon tropisme, c'est HSC, donc je suis retourné plusieurs fois à HSC dans des programmes d'Exed, en fait, qui sont des programmes courts, de 2-3 jours. Là, j'y retourne prochainement sur la question d'intelligence artificielle, parce que bon, comme tout le monde, j'utilise un peu ChatGPT, mais voilà, mes compétences s'arrêtent là, et c'est totalement bouleversant pour tous les business. Et donc, c'est le devoir de chacun de continuer à se former. Je pense que les gens sont beaucoup trop passifs sur les formations. Je pense que beaucoup de gens attendent de leur employeur, de leur entreprise, de l'État, qu'ils les forment. Et je pense que c'est une responsabilité individuelle de manière proactive. Alors, il y a des formations qui peuvent être proposées par les entreprises, mais ça part de soi d'abord, cette envie d'être toujours à la page. Après, la solitude dirigeant, j'ai jamais vraiment ressenti parce que j'ai été associé pendant 20 ans avec Olivier. Donc, on était à deux, on faisait du ping-pong. Et maintenant, j'ai un peu la même chose avec l'équipe dirigeante d'Art Explora. Donc, je ne me sens pas du tout seul. Et ça laisse malgré tout la place à des mentors et de l'inspiration. L'inspiration, c'est beaucoup les voyages encore. C'est beaucoup aussi, truc auquel on ne pense pas, mais les salons professionnels. Je trouve que dans les salons professionnels, il y a à un moment T toute l'offre d'un secteur qui est réunie, toute l'innovation d'un secteur qui est réunie de façon mondiale. Et donc, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, le CeBIT à Hanovre, il y a plein d'endroits où vous allez passer 2 jours et vous pouvez rattraper le ciel si vous êtes dans l'agroalimentaire. Enfin, quel que soit le secteur, il y a 1 ou 2 salons mondiaux dans lequel vous allez pouvoir vous former en 2 jours rapidement, et j'ai jamais vécu ça comme une perte de temps. Et puis après, les grands mentors, oui, alors les grands mentors, moi je les ai plutôt cherchés en dehors du business. Dans le monde de la culture, Henri Loiret pour moi était un formidable mentor. J'ai souvenir de conversations passionnantes avec Robert Badinter sur la question des libertés et des prisons, qui est une question qui me passionne. Voilà, j'ai eu des grands mentors sportifs comme Loïc Perron, donc c'est plutôt des gens en dehors du domaine du business, mais avec beaucoup d'expériences qui sont transposables ou presque transposables. Merci beaucoup Frédéric, vraiment pour ce moment d'inspiration. Bonne chance pour tous tes projets. Je pense que voilà, il n'y a pas eu un bruit, donc je pense que tu as inspiré tout le monde ici, au moins on est convaincus. Très heureux d'avoir passé ce moment, et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Frédéric.
Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur explora.org ou sur LinkedIn tout simplement. Un grand merci. Effectivement. Merci Frédéric. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.